démarche-là, c'est de pouvoir le livrer, l'accompagner, le donner finalement aux groupements membres du syndicat pour qu'eux-mêmes puissent le décliner en termes d'outils de communication, avec toutefois, bien sûr, le syndicat qui reste en appui études et techniques. Donc, notre étude, on est sur les prémices, puisqu'on vient d'attribuer cette démarche-là. Elle est décomposée en 3 phases qui sont listées ici. Donc, toute une partie état des lieux, bien sûr, des pratiques et comportements. C'est finalement d'où l'on part. Ça va être qui composte. Est-ce que c'est le fait d'une personne dans le foyer? Est-ce que c'est le foyer dans sa globalité? Quelle est la perception? En gros, le biodéchet, ça va être le reste alimentaire que vous apprêtiez à mettre dans votre bouche quelques secondes plus tard, et quelques secondes plus tard, finalement, ça finit dans le bac à biodéchets. Donc, quelle est la perception de tout ça? Des pratiques, des déchets en eux-mêmes, quels sont les modes de gestion qui sont utilisés, quelles sont les marges de progrès par rapport à tout ça, des éventuels facteurs d'influence également. Donc, il y a toute une partie préparation extrêmement minutieuse de l'enquête, la réalisation de l'enquête en elle-même, qui va nous conduire finalement à aboutir à un certain nombre de résultats qui va convenir d'analyser avec un traitement statistique et de déterminer en fonction de différents facteurs, le genre, homme-femme, les tranches d'âge, la CSP, le type d'habitat, ce que disait Julia juste tout à l'heure, quels sont ces différents facteurs? Est-ce que finalement, la personne qui trie le plus dans son foyer ou la personne préceptrice, c'est plutôt une femme qui a entre, je dis n'importe quoi, 35 et 50 ans, qui habite dans une maison, voilà. Et finalement, est-ce que c'est cette personne-là la cible préférentielle à laquelle s'adresser pour aller engranger le plus de modifications de comportement? Donc en fait, au sein de chacune des zones de territoire homogène, c'est d'aller déterminer à qui on doit parler et comment on doit parler à ces personnes. Donc, bien sûr, derrière, il y a toute l'identification des freins et leviers, avec toute la partie émulation, récompense, salience et contrainte. En fait, on est sur des éléments qui sont liés à l'appartenance, ce que disait Nicolas Chélan tout à l'heure, sur j'appartiens à un groupe et donc je vais avoir un comportement qui s'identifie à ce groupe-là. Ou est-ce que je suis sensible plutôt à l'aspect réglementaire? C'est la loi, donc la loi dit, donc je vais faire. Est-ce que finalement, je suis sensible à l'aspect financier? Je ne veux pas avoir mes impôts qui augmentent, donc je fais un effort. Voilà, tous ces éléments-là, c'est finalement quelle est la part de ces différents éléments dans la construction de la personne et quelle est la part qui va permettre d'influer sur le comportement. Et la dernière phase, donc on est sur l'accompagnement à la conception d'outils qui vont être extrêmement divers, avec bien sûr de la bibliographie, mais après des tests sur tout un tas de démarches que vous connaissez, réunions, éléments de communication, etc., et jusqu'à la proposition d'indicateurs de suivi. Je vais terminer très rapidement. C'est la dernière diapo. Donc, en termes de calendrier, donc, nous attribuons là actuellement cette consultation qui est sur une durée max de 18 mois, mais on est sur environ 12 mois de réalisation. Nous avons un budget de 80 000 € avec un accompagnement, bien sûr, ADEME et région. Quelques points de vigilance qui sont importants si vous êtes intéressé pour mener ce type de démarche. La définition du besoin, en fait, c'est vraiment de quoi avons-nous besoin. C'est pareil pour l'ensemble des consultations. Qu'est-ce que la finalité de la démarche, ses objectifs, etc. Savoir placer le curseur, en fait, en fonction des attentes. Nous, on a choisi une démarche pluridisciplinaire, sociale, mais aussi technique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et bien sûr, soigner les documents de consultation avec un gros sourcing amont, avec qui sont les acteurs que l'on peut mobiliser là-dessus, avec les niveaux d'exigence au cahier des charges et avec, bien sûr, une définition la plus pertinente possible des critères de jugement des offres. Et j'en ai fini. Je pense qu'on est bon. Non, merci beaucoup. Merci à toi donc, sur cette étude. On a hâte d'en lire les résultats. On continue peut-être sur concrètement comment on fait. Je vais peut-être reprendre la main sur
sur cette présentation qui va être faite à deux voix par donc Jérémy Ganel du Psychoval et Delphine Georges du Sirtomax, donc à Montauban, et Psychoval au sud, sud-ouest, sud-est toulousain, qui vont nous présenter donc la mise en œuvre d'une méthodologie toute nouvelle sur les changements de comportement. Bonjour à tous. Oui, le Psychoval, je ne vais pas prendre le temps de le présenter parce que le temps est très contraint. Simplement, gardez en tête qu'on est en tarification incitative. Donc, il y a aussi un outil de changement de comportement qui sera probablement abordé dans un autre atelier. Le fait qu'on ait essayé d'expérimenter quelque chose avec la démarche qui s'appelle J'ai décidé est en partie lié à notre situation vis-à-vis de la tarification incitative, mais aussi, moi, je voulais mettre en avant autre chose, c'est que donc on a une grande tradition de faire de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement, au développement durable, etc. Et notamment en milieu scolaire, donc des choses que je pense toutes les collectivités ici présentes doivent mettre en place et valoriser parce que ça donne de la visibilité, c'est important, etc. Mais derrière, la grande question à laquelle on aimerait tous répondre, c'est quel impact? Donc là, j'ai un exemple. En 2018-2019, on a lancé un challenge zéro déchet. Donc, vu qu'on est en tarification incitative, on sait qui produit quoi. Et on s'est dit, on va inviter les plus gros producteurs de déchets, qui sont ceux qui payent aussi le plus cher leurs déchets, à s'engager dans cette belle aventure qu'est le challenge zéro déchet. Zéro réponse. 23 foyers qui se sont engagés d'une manière spontanée, parmi lesquels, pour vous donner un ordre d'idée, il y a aujourd'hui notre directrice de notre ressourcerie. Donc, ce n'est pas les foyers les plus éloignés des enjeux zéro déchet. Donc, on s'est éclaté, c'était génial, on s'est bien amusé. Mais derrière, est-ce que ça vaut bien le coup que les gens qui soient là passent ici, alors que nous, on aimerait, alors c'est très caricatural, que ceux qui sont un petit peu plus loin, on va dire, se lancent dans la démarche. Du coup, j'ai décidé, pour nous, ça a été aussi un moyen de répondre à cet enjeu-là. Voilà, parfait. Là, on a ciblé 3 zones géographiques qui représentent à peu près 1800 foyers. Le deal, c'était d'arriver à embarquer dans la démarche 60% des foyers. Pourquoi? Parce que, scientifiquement parlant, s'il y a un effet, normalement, et que 60% des foyers sont embarqués, on peut raisonnablement mettre une forme de corrélation entre les faits et la démarche. Je vous expliquerai pourquoi, ça n'a pas du tout marché, mais voilà. En gros, ça a été plus de 1000 personnes qui ont été accompagnées mensuellement pendant 1 an, dont 800 par téléphone. Grosso modo, c'était 10 minutes à chaque fois avec ces personnes, mais un engagement sur le long terme très important pour ancrer les pratiques. Et ce qu'on a trouvé très très intéressant en termes de résultats, c'est que là où on a souvent des écolos convaincus qui viennent nous voir sur nos stands, nos animations, nos conférences zéro déchet, etc. Là, 80% des participants avaient un profil dit non acquis aux enjeux du développement durable. Ça veut dire que c'est des gens qui ne seraient pas allés d'eux-mêmes sur les dispositifs qu'on met en place d'habitude. Bonjour, donc Delphine Georges, directrice adjointe du Sirtoval, donc un syndicat de traitement des déchets au nord de Toulouse. On gère le camp Montauban et Paris-Confluence, donc Castel-Sarrazin dans le sac. On a effectivement une équipe d'animateurs, de 4 animateurs. Et notre constat en mars 2020, c'est qu'on n'avait pas d'indicateur chiffré de l'effet de leur sensibilisation en porte-à-porte auprès des habitants. Nos élus nous disaient, voilà, c'est bien ce qu'ils font, ils interviennent auprès des scolaires, auprès des habitants, mais concrètement, est-ce que vous êtes sûr qu'ils intègrent ce que vous leur dites? On n'avait pas trop d'éléments de réponse. D'autre part, est arrivée la crise Covid en mars 2020, avec là des restrictions, enfin, le confinement, clairement, et donc comment nos animateurs pouvaient continuer à sensibiliser les habitants alors qu'on ne pouvait plus faire de porte-à-porte. Et enfin, on a répondu à un appel à projet biodéchets de la région, et donc on voulait axer notre sensibilisation sur la réduction de la production de déchets verts, et donc tout un programme jardinéo naturel qu'on a monté. Et voilà, comment intégrer ces nouveaux gestes sur le jardinage naturel.
Donc, on s'est lancé sur la méthode J'ai décidé. Donc, concrètement, on propose, Jérémy le réexpliquera après, mais concrètement, l'idée, c'est de proposer des éco-gestes aux habitants et qu'ils s'engagent sur 2 ou 3 gestes. Et ensuite, on les accompagne régulièrement, toutes les 6 semaines, pour leur proposer de nouveaux éco-gestes. Donc, ce qui nous a intéressé dans la méthode J'ai décidé, qui est proposée par une start-up de 3D Environnement, c'est qu'il nous propose un dispositif qui utilise des outils numériques, des tablettes, une plateforme qui professionnalise le métier des animateurs. Ensuite, ça nous permet d'avoir des indicateurs chiffrés multiples à proposer à nos élus, mais aussi aux habitants. Une possibilité de développer une mobilisation téléphonique alternative à la mobilisation en porte-à-porte. Donc ça, on a testé avec eux, on était les premiers à tester par de la mobilisation téléphonique, mais ça nous a été vraiment très utile pour pouvoir commencer le projet. On était toujours dans le confinement, et puis après, même si on sortait, on avait des restrictions sanitaires strictes. Ils nous offraient la possibilité, moyennant finance, mais on pouvait créer des gestes spécifiques à notre problématique de territoire. Donc là, sur Jardiner au naturel, on a créé 4 gestes avec eux sur la tonte mulching, le paillage, le compostage individuel collectif, l'utilisation de végétaux applicants, qui sont donc maintenant injectés dans la base grâce à nous. Donc nous, on a ciblé, en fait, on l'a fait en 2 temps, entre novembre 2020 et en fait, concrètement, oui, on a surtout travaillé entre novembre 2020 et fin 2021 sur 2 zones ciblées de 900 foyers. Et là, on est reparti sur 2 autres zones ciblées. Et juste te dire, du coup, on a une mobilisation, quand on est en porte-à-porte, on est sur nos zones texte, nos zones ciblées. Mais par contre, toute notre mobilisation téléphonique, on est parti sur des bases de données internes, les applications de bac ou les bases de données composteurs qui nous ont permis de mobiliser les habitants sur tout le territoire. Ce qui fait que nous, on a des données sur tout notre territoire. Les habitants mobilisés sur tout le territoire. Je vais aller très très rapidement sur ça, c'est pas la plus intéressante, donc simplement pour vous dire que normalement, il y a une première phase de diagnostic où en fait l'entreprise de 3D va prendre le pouls du terrain pour savoir si nous, avec notre casquette Sicoval, ça vaut le coup qu'on y aille, ou si on va se faire dézinguer, s'il vaut mieux passer par d'autres leviers, etc. Tout bêtement, vraiment pour avoir les grandes lignes. Ensuite, donc, normalement, c'est 6 à 8 semaines de phase dite de mobilisation. Je vous expliquerai après ce que c'est. Comme vous pouvez le voir, nous, ça a été un peu plus que 6 à 8 semaines, ça a été 6 mois. Oui, ensuite. Et ensuite, donc, 12 mois d'accompagnement téléphonique, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, le spoil était assez limité. Il y a eu un truc au milieu qui s'appelle la crise Covid, qui fait qu'à la fois, ça a été très compliqué de mettre en place les choses, notamment sur la mobilisation, rien ne remplace un contact direct avec la personne, on était obligé de faire du phoning, et en plus, en termes de mesure de l'effet, on est sur quelque chose où en fait la Covid c'était anormal complètement. Donc va chercher la part de j'ai décidé, la part de Covid. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement, comme je vous l'ai dit, en termes de mesure de l'effet, la Covid a eu un impact assez important. Alors oui, pour vous expliquer rapidement comment ça se passe, j'ai décidé, parce que pour l'instant, d'abord on a envoyé un courrier officiel co-signé par le président de notre agglo et par le maire de chaque commune concernée, donc à l'ensemble des foyers de la zone. Parce que comme je vous ai dit, nous, on a ciblé personne, c'était tous les foyers de la zone qui recevaient cette information. Ensuite, quelques jours plus tard, on va à leur rencontre, donc en porte-à-porte, idéalement, comme je vous l'ai dit, on a fait un mode hybride avec du phoning, où on leur explique que leur quartier a été choisi pour faire une démarche expérimentale pour améliorer leur environnement au quotidien, à la suite de quoi on va leur proposer de s'engager jusqu'à 3 éco-gestes, et vraiment des éco-gestes qui sont, on va dire, à la portée de n'importe qui, c'est-à-dire qui ne demandent pas un gros engagement pour y arriver. Typiquement, coller un autocollant stop pub, installer un mousseur hydroéconome,
faire un trajet qu'on a l'habitude de faire en voiture, faire plutôt à pied ou à vélo, etc. etc. À la suite de ça, donc les personnes acceptent ou pas, mais en général 9 fois sur 10 elles acceptent, et là c'est vraiment les chiffres réels, acceptent de tenter l'expérience, et un mois plus tard on les rappelle pour leur demander comment ça s'est passé, est-ce qu'elles ont réussi, etc. Et à ce moment-là, elles veulent s'engager. Et donc s'engager à tous les mois se faire appeler pour qu'on leur propose 3 éco-gestes avec donc cette logique d'aller dans une logique de progression. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander d'emblée aux personnes arrêtez de manger de la viande, mais ça va être tester une recette végétarienne sans aliments ultra transformés. Dans un deuxième temps, vous connaissez, vous savez que la viande, ça a un petit peu d'impact. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de vous limiter à 1 à 2 fois par semaine de la viande? Et troisième élément, et la viande rouge, et etc. etc. Voilà, c'est vraiment très, très progressif. Alors, voilà, bon, peut-être on va passer direct au témoignage audio si ça marche. Oui. Non, ça marche sur mon ordinateur uniquement. Donc en fait, c'est un témoignage audio qui est la publicité idéale pour l'opération de décider, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous explique qu'elle est ravie, qu'avant elle faisait rien, que maintenant elle fait des trucs, qu'elle a impliqué sa famille, que tout va bien, voilà. Donc c'est le cas ultime, mais vraiment, au vu de ce qu'on a ramé à cause de la Covid, etc., pour y arriver, si on est là aujourd'hui pour le présenter, c'est qu'il y a eu des effets, que les gens étaient plutôt très, très satisfaits, avec des résultats aussi qu'on arrive quand même à rendre identifiables, mesurables. Des défis, on ne va pas avoir le temps de parler des défis, donc on va passer directement sur je ne vais pas réexpliquer la démarche que Jérémy vient d'expliquer, mais du coup, nous, on a boîté les courriers, on les a envoyés par la poste, juste c'est pour faire des petites distinctions. On a mobilisé 983 foyers sur tout le territoire, donc c'est parce qu'on a eu de la mobilisation téléphonique et qu'on continue d'en avoir, parce que nous, nos animateurs travaillent en binôme et on ne peut pas toujours avoir les binômes, donc quand ils ne peuvent pas, ils font de la mobilisation téléphonique, donc on continue d'avoir des foyers sur tout le territoire. On a 2556 nouveaux gestes adoptés. Et donc, un petit exemple, là, sur le tri des emballages, avant j'ai décidé, on avait 61% qui triaient tous leurs emballages, puisqu'on est en extension des consignes de tri des plastiques. Donc, nous, on trie tous nos emballages, y compris les pots, barquettes, films. Et après, j'ai décidé sur nos foyers mobilisés, 97% trient tous leurs emballages. Je précise, on n'a pas les moyens non plus de passer par la poste, on a boîté. Donc ça, en fait, c'est une diapo qui a été faite par l'entreprise 3D pour un petit peu expliciter comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est que voilà, les gens sont à différents stades du changement, soit ils ne sont pas conscients du problème, soit ils ne savent pas comment faire, ils ont l'intention, mais ils ne savent pas comment la concrétiser. Et ensuite, on a des gens qui commencent à œuvrer, à passer à l'acte, et après qui sont spécialistes, etc. Donc, ça mériterait beaucoup plus de temps pour aborder cette diapositive. Éventuellement, les personnes de 3D qui sont dans la salle pourront vous faire un topo après coup, si vous voulez faire coucou. Voilà. Non, voilà, simplement pour dire qu'il y a cette logique de progression et que donc on ne va pas recourir au même levier de sciences comportementales en fonction du stade du changement. Voilà, je vais m'arrêter là pour celle-là. C'est toi qui t'y colles. Justement, c'est bien très petit. On voulait juste vous mettre quelques indicateurs qui sont clairement pas exhaustifs de l'évaluation de l'efficacité du dispositif. En sachant que nous, on est un syndicat de traitement des déchets. Alors, la majorité de nos gestes, ce sont des gestes déchets, mais pas que. On a des gestes pour la consommation responsable, et puis, pas que, mais... l'entreprise de 3D dans l'environnement nous avait dit qu'on ne pourrait pas toucher tous les habitants si on restait que sur des gestes déchets. Ce qui fait qu'on a élargi en mettant un petit peu de gestes sur la mobilité, un petit peu de gestes sur l'eau du robinet, voilà, pour qu'on arrive à attraper des gens au départ qui ne sont pas sensibles aux déchets et ensuite progressivement dans l'accompagnement les amener aux déchets. Mais du coup, moi, j'ai pris 3 exemples sur les déchets, puisqu'à la base, on a un syndicat de traitement des déchets. Mais voilà, on n'a pas que ça.
Donc, sur le tri des emballages, c'est ce que je viens de vous dire, je l'avais mis sur la slide d'avant, donc on a 61% tri des emballages et on a gagné 36% pour atteindre 97% sur le foyer. Sur le tri du papier, on était très mauvais. 26% seulement trier leur papier. Après, j'ai décidé 62%, ce qui fait qu'on a atteint 88%. Sur le verre, on avait 97%, donc plutôt bon, mais on a réussi à aller chercher 2% de récalcitrants, donc on est à 97%. Les chiffres en eux-mêmes n'ont pas tant de valeur, hormis sur le territoire. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir qu'il y a divers moyens de montrer l'évolution. Donc, les pourcentages, nous, on a utilisé donc, un outil que 3D a développé avec l'Agence locale de l'énergie du climat de Lyon pour vraiment mesurer en fonction des éco-gestes choisis l'impact que ça a en termes de kilowattheure. Donc, ça rend aussi quelque chose de palpable, notamment pour des élus qui auraient plus de cette culture-là. Et bon, alors après, sur le moteur hydroautonome, là, c'est vraiment un calcul à la grosse louchette, on va dire, parce que, évidemment, quand on boit un verre d'eau, qu'on est un mousseur ou pas, on ne va pas dire je remplis mon verre d'eau pendant 10 secondes. Non, on remplit le verre d'eau jusqu'à ce qu'on l'ait pris. Donc voilà, on a dû mettre en place d'autres hypothèses. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que voilà, on a, à la demande aussi de nos élus, puisque nous, le bilan de l'expérimentation a été diffusé aux élus, on nous a demandé quand même d'essayer de rendre visible cet effet, cet impact. Ce qui a été, comme je vous l'avais expliqué, rendu un petit peu compliqué par la Covid. Alors, nous, on a essayé d'avoir des données chiffrées, mais ce n'était pas simple. On a réussi à en avoir que sur la partie Grand Montauban et que sur 8 mois. Mais en fait, on avait pris un quartier, notre quartier test, Camille-Delty-Laurent, et on a pris un quartier témoin avec un habitat semblable. Donc, c'est deux quartiers de circuits de collecte, en fait, pour essayer de suivre l'évolution des déchets sur ces deux zones. Sur notre zone test, on a constaté une stabilité des ordures ménagères produites, tandis que sur le quartier témoin, on a une hausse de 8%. Et sur la collecte sélective, on a une baisse de moins 4%, tandis qu'on n'a pas d'évolution sur le quartier témoin. Donc pour nous, c'est un bilan positif avec moins de déchets produits dans le secteur choisi, donc avec tous les gestes qu'on a proposés pour réduire et ne pas produire de déchets. Pardon, bilan équipe. Est-ce que je passe? Si, juste, Naïma m'avait demandé de faire un petit bilan du ressenti de l'équipe. Donc, on a rencontré quelques difficultés, des difficultés de prise en main des outils numériques qui sont en développement. Donc, on a rencontré quelques bugs, on en rencontre encore. Et pour les animateurs, c'est pas simple d'utiliser des outils numériques parce que c'est des agents de terrain. Donc, c'est une nouvelle méthode pour eux et des nouveaux outils pour travailler. Notre chef d'équipe, il a eu un peu des difficultés à prendre en main l'interface avec la gestion des bases de données. Il n'est pas du tout habitué à ça, c'est vraiment un agent de terrain. Donc, E3D a sécurisé maintenant les bases de données suite à des doublons qui avaient été créés. Pour nous, il y a vraiment, là, si vous vous lancez là-dedans, la nécessité d'un accompagnement coaching de la part de 3D et d'un accompagnement informatique régulier parce que c'est vraiment des nouvelles méthodes pour ces agents de terrain. La nécessité aussi d'avoir une bonne connexion Wi-Fi, on en a fait les frais parce que là où on est, on a une très mauvaise connexion Wi-Fi, donc les partages de connexion avec le téléphone pour se connecter en Wi-Fi, c'était impossible et ça crée des problèmes. On a dû revoir le questionnaire de mobilisation en porte-à-porte qui était très long et routinier pour nos animateurs. Et donc, on l'a raccourci, même si du coup, on a moins cet effet clustering et de ciblage des habitants parce que notre questionnaire est raccourci. Mais ça a permis que les animateurs lâchent pas le projet alors que c'était compliqué à un moment. C'est une nouvelle méthodologie pour la mobilisation téléphonique, puisqu'ils étaient habitués à faire que du terrain. Et on ne s'improvise pas animateur téléphonique. Donc, pour certains, ça a été assez compliqué Voilà, il n'y avait plus cette relation de face à face.
Les bénéfices, ils retirent vraiment un bénéfice de la professionnalisation du métier d'animateur en utilisant ces outils numériques. Ils se sentent accueillis différemment. On a ces indicateurs de suivi qui sont très appréciables pour nos élus et nos habitants et la possibilité donc de sensibiliser des habitants à distance avec la mobilisation téléphonique. Et notre questionnement actuel, c'est comment changer d'échelle sans augmenter l'équipe. Voilà, parce que là, on agit par quartier. Comment on change d'échelle sur notre territoire? Oui, effectivement. Moi, j'ai pas de diapo bilan, donc je vais être très rapide. Effectivement, cette notion de changement d'échelle fait partie de celle qui préoccupe nos élus, ainsi donc que celle de l'évaluation. Et d'ailleurs, on a oublié de dire l'un comme l'autre, on a bénéficié de financement à la région, en plus nos autres. Mais cette notion d'évaluation est importante parce que eux aussi avaient de grosses attentes là-dessus. Comment on démontre que ce qui s'est passé avec ces foyers qui sont ravis, qui ont fait des changements, on a les preuves, etc. Mais comment on démontre que ça a vraiment un impact sur le territoire? Clairement, on avait sous-identifié les moyens à mettre en place pour ça. On s'était dit, on a nos outils de suivi du déchet, on va prendre des super grappes, etc. Ça n'a pas été le cas et c'est vraiment une notion à garder en tête si on veut se lancer là-dedans. Merci à tous les deux, comme quoi la technique ne remplacera pas l'humain. On devait donc avoir le retour aussi de Stéphanie Couvreur qui est au SMICVAL en territoire, en Gironde, hors territoire occitan, donc qui est bien connecté. Mais je me tourne vers la technique, je pense pas qu'on puisse l'entendre. Toujours pas. On essaye. J'essaye là. C'est toujours sur. Oui, Stéphanie. Ouais, si je parle là, ça n'arrive pas. Ça va être un peu compliqué. Ça marche. Mais vu le temps, je pense qu'on va pouvoir du coup clôturer cette ronde de présentation d'expérience et avoir le temps très rapide puisque on retourne en plénière pour quelques questions avec la salle. Il y a des questions. Est-ce que on vous a endormi malgré toutes ces belles expériences? Oui. Donc, Élodie Calmes de Castres-Mazaret. Je ne sais pas, vous y avez peut-être répondu à moitié à la question. C'était, là, du coup, vous avez, si je puis dire, investi sur 800 ou 900 foyers pour justement essayer d'aller vers le changement de comportement. Est-ce que vous avez mesuré, parce que vous n'avez pas voulu ou pas, mesurer l'impact qu'il y avait que des évolutions sur ces 800 personnes ont eu sur l'ensemble du territoire? Effectivement, c'est ce que j'ai voulu essayer de vous expliquer à la fin, mais très rapidement. On a galéré puisque, comme je disais, nous, au niveau des déchets, on pensait qu'on était super bien outillés, puisque comme on est en tarification incitative, on a poussé les bacs, donc comme on a poussé les bacs, on est capable d'individualiser les factures, le nombre de levées, etc. Et malgré ça, comme je l'ai dit, il y a eu un truc au milieu qui s'est appelé la Covid, qui fait que les gens ont eu un comportement anormal. Voilà, et on avait eu beau mettre des garde-fous avec des territoires témoins, etc. L'effet Covid il était tellement grand, que ce soit sur le territoire d'expérimentation et le territoire témoin, que nous, on a dit à l'E3D, franchement, nos élus, ils nous attendent sur de l'évaluation quantitative, c'est leur truc, produisez un truc. Ils ont produit un truc, on l'a présenté en crash test à notre comité des directeurs. À la fin de la présentation, ils ont dit, bon, ça a l'air super, mais par contre, le truc avec les graphes, il ne faut même pas en parler parce que, en gros, vous plombez tout et en gros, mettre un graphe pour dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut lire sur ce graphe, voilà. Donc, vraiment, ça n'a pas été un manque de bonne volonté, etc. Mais ça a été, le territoire n'étant pas sous cloche, on n'a pas travaillé dans un labo, donc on n'a pas réussi. On le regrette parce que nous, on le ressent et on le perçoit et que ces effets ont été importants à l'échelle des foyers. Mais effectivement,
pour des élus qui vont engager les finances publiques, etc., tant qu'il n'y a pas cette capacité mathématique à démontrer, bon, alors surtout qu'en plus, on est sur le changement de comportement, hein, donc c'est sur du temps long. Nous, malgré tout, ça reste à l'échelle d'une année, etc. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas ce chiffre qui permet de dire oui, ça a marché, non, ça n'a pas marché, c'est vrai que c'est complexe de valider totalement l'expérimentation, en tout cas du point de vue des élus qui n'ont pas eu le nez dans le cambouis, comme on a pu l'avoir, nous, au niveau PEC. De mon côté, c'est la slide que je vous ai présentée où en fait on a pu le quantifier sur un seul quartier tête, le premier du Grand Montauban, où on a pu avoir des chiffres sur 8 mois, parce qu'en fait ça correspond, notre quartier tête, c'est notre quartier témoin, correspondait à des circuits de collecte différents. Donc on a suivi l'évolution des ordures ménagères et de la collecte sélective, et c'est là qu'on a vu une stabilité de nos ordures ménagères et une baisse de la collecte sélective par rapport au quartier témoin. Après, on n'a malheureusement pas pu le quantifier sur Terre des Confluences parce que l'ingénieur déchet est parti et n'a pas été remplacé, donc on n'a pas réussi à avoir de données. Et sur les nouveaux quartiers, on va essayer de le faire aussi. Après, voilà, est-ce qu'il n'y a que l'effet que j'ai décidé bon, il y a plein de choses. Voilà, on ne peut pas. On fait avec ce qu'on peut essayer de dire, mais c'est pas simple. Après, nous, on reste convaincus, comme le Sicoval, de l'efficacité quand on voit quand même le pourcentage de foyers acquis, mais après, ça reste du déclaratif. Donc voilà, ça reste du déclaratif, c'est quelque chose, c'est ancré en nous, hein, vraiment. Et alors que, quelque part, les gens, ils sont libres de s'impliquer ou pas. Ils sont libres de choisir les gestes ou pas. Ils sont libres de quitter à tout moment. Donc, quand ils nous disent oui, on a fait, non, on n'a pas fait, ben, c'est pas, ça reste du déclaratif. C'est du déclaratif, on n'a aucune raison de. Mais voilà, pour autant, c'est vrai que c'est dans notre culture, on préférait avoir un indicateur numérique. Et là, on vous parle en plus d'indicateurs déchets qui sont entre guillemets plutôt faciles à suivre. Imaginez sur les éco-gestes de mobilité durable les moyens qu'il faudrait mettre en place pour essayer de voir concrètement l'effet que j'ai décidé à l'échelle de la mobilité durable sur la zone. C'est voilà, ce que je disais, la question de l'évaluation quantitative, celle qu'on aime bien, dont on a l'habitude, elle est très, très, très complexe. On attend une autre question et ensuite on va libérer la salle. Oui, Éric Mazieux, directeur du pôle environnement Grand Sud dans l'Hérault. Très rapide, les enveloppes financières d'une telle étude et ça représente quel pourcentage d'usagers touchés sur votre territoire? Je suis nul en maths, 1800 foyers sur 80 000 habitants. Voilà. L'enveloppe financière, alors c'est un montage qui était dans le cadre d'un projet de recherche-action. Donc, que je ne dise pas de bêtises, l'enveloppe à charge pour le Sicoval a été de 135 000 €, pris en charge à 50 ou 70% par donc, avec la région. Les coûts globaux du projet étaient plus importants, puisqu'il y avait aussi la part de 3D. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit calcul d'apothicaire. Je crois que j'en étais arrivé à 80, non, un peu plus de 100 € par habitant. Mais en fait, c'est un calcul qui vraiment. On ne peut pas comparer, par exemple, le coût par personne sensibilisée sur un dispositif comme celui-là, où derrière, on a de bonnes chances qu'il y ait un ancrage durable des pratiques, et le coût d'un atelier cosmétique do-it-yourself qui va nous coûter 300 €, où il y aura 12 personnes qui vont repartir avec leur petit déodorant solide. Enfin, on l'a fait l'an dernier, donc c'est pour ça que je le dis. Mais derrière, bon, une fois qu'il est fini le déodorant, je ne sais pas du tout quel va être l'impact. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un petit peu gêné de répondre. De notre côté, on n'est pas parti en recherche et développement, donc le projet revenait moins cher. On a un coût de 70 000 € pour la première phase, avec 70% d'aide ADEME Région pour la première phase. Par contre, on est reparti donc avec eux en début d'année, et donc là, on a un coût de 20 000 € par an sans subvention. Voilà, il nous reste à conclure cet atelier. Nous remercions tout particulièrement les intervenants pour la richesse de leurs témoignages et merci aux participants.
N'hésitez pas à revenir vers nous, voilà, de la région ou de l'ADEME, voilà, pour accompagner vos projets à venir. Voilà. Merci. Ouais, je pense que ça va bien se passer là. Ça. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup. On va conclure. Merci beaucoup pour l'adaptabilité. J'ai côté pas évident. On peut leur dire de rentrer en intérieur. D'accord. C'est bon, je vois ça. Oui, les liens des bon, merci. Dès que Delphine, je serais bien. Ah, c'était déjà pris. Je vais aller et puis bon retour. Merci. Du coup. Merci. C'est le retour. Et la conclusion, c'est combien? 10 minutes. À 16h40, c'est fini parce que l'intervenant a un train. Moi aussi, mais il faut que l'intervenant. Du coup, celle on t'a libéré la place. Voilà. Tu peux reprendre ouais, dans 2-3 minutes. Moi, je n'ai pas fait d'annonce parce que
Ah, bonjour. Oui, vous allez bien? Ça va? Oui. Ah oui, ça y est. Ah, oui, ça va, oui. Chez moi. Ah, ouais, super. Bonjour, vous allez bien? Oui, super. Vous regardez pas mal de monde. Ouais, quel atelier? Ouais. Alors, bonjour. Merci d'être resté avec nous. Je voulais quand même pas se quitter comme ça pour dire au revoir pour ce 5e forum régional de l'économie circulaire et de l'urbanisme. Avec les ateliers de l'après-midi. Vous voulez bénéficier jusqu'au bout du regard du chercheur sur ce qui se passe sur votre écosystème économie circulaire ici en Occitanie, puisque Nicolas Schellen, il est passé d'atelier en atelier, donc vous avez prévu des bribes, en tout, les 4 ateliers, mais des bribes aux 4 ateliers, et l'idée, la question dans le atelier, Nicolas, c'est celui que vous avez besoin, sur le changement de notamment, puisque c'était les thématiques aussi des 4 ateliers cet après-midi. Alors, évidemment, je n'aurai pas de réponse définitive, mais rien que le fait d'avoir mis ça à l'agenda, je trouve que c'est pas rien. Alors, de se laisser un temps où spécifiquement on se dit qu'au-delà de l'information, l'enjeu de changer les comportements n'est pas anodin et on s'organise pour en parler. Je pense que c'est une première étape. Là encore, il faut se dire que c'est un chemin. Il faut rentrer dans le sujet petit à petit, dans le détail des concepts, etc. S'armer le plus possible. Il y a pas mal de ressources, donc je ne sais pas comment je pourrais les partager, mais il y a des sites internet, il y a des conférences, il y a des livres très accessibles, etc. Et petit à petit, ça commence à nourrir le réflexe que j'ai entendu dans les ateliers, de se poser la question de l'usage, de se poser la question de l'appropriation. Donc, je pense que c'est sur la bonne voie. Après, il y a plusieurs risques que je veux souligner quand même. Alors, un des risques auxquels vous allez être confrontés si vous intéressez à ces sujets-là, c'est le bullshit. C'est qui se dit un peu tout et n'importe quoi sur ces sujets-là. Circule beaucoup de ce qu'on appelle de neuromythes, des choses où on dit que c'est telle partie du cerveau qui va résoudre tout le problème, ou que les biais cognitifs, c'est tout simple, etc. Donc faites vraiment attention, il y a des formations pour ça, de détection du bullshit organisées par la direction interministérielle à la transformation publique. Donc des gens très sérieux, mais qui ont compris que si des collectivités, des acteurs publics voulaient s'emparer de ces approches-là, il fallait éviter, parce que je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de besoins, donc il y a une activité économique qui se crée autour de ça en ce moment, beaucoup d'acteurs qui cherchent à aller sur ce marché-là, entre guillemets. Donc voilà, savoir détecter ce qui est en fait du marketing comme d'habitude, de la com comme d'habitude, mais juste un peu habillé avec les atours des sciences comportementales. Ça, il faut y faire vraiment attention. La deuxième chose, je pense, c'est dans ce que j'ai entendu, c'est arriver à avoir en tête la diversité des approches où peuvent s'appliquer les sciences comportementales, l'approche du comportement, la régulation au travers de la préparation au changement et des questions d'acceptabilité. Les ZFE, si on ne travaille pas sur l'acceptabilité en se disant comme de toute façon c'est de la régulation, ça marchera, ben, en fait ça ne se fait pas. Et on a un retard colossal sur un certain nombre de choses. On est réticent à bannir le plastique, on est réticent à interdire. Donc accompagner le changement aussi dans des méthodes de régulation, que l'information, c'est évidemment un élément important, mais en travaillant le détail de l'information et en se disant qu'elle doit être le plus possible persuasive, et puis vraiment travailler sur les environnements et essayer le plus possible de toucher au sens de ce que les gens font. J'ai entendu des choses sur le financier, puis ensuite c'était contrasté avec la sensibilisation. Le financier est une forme de sensibilisation. Le financier, il peut servir à plein de choses. Et il y a plein de façons d'utiliser le levier financier. Je vous ai parlé de l'aversion à la perte. On n'a rien trouvé de mieux comme incitation financière que la forme qui consiste à dire vous l'avez potentiellement déjà, par contre, si le comportement n'a pas lieu, on vous l'enlève. Ça fonctionne beaucoup mieux que si vous faites quelque chose, vous serez récompensé pour. De la même façon, comment on passe avec ce risque de l'approche financière, parce que j'en ai pas mal entendu parler, le risque, c'est que ça bâtit une motivation qui est une motivation qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire c'est une motivation qui a un lien très faible et très ténu avec les valeurs des personnes, puisqu'elles le font pour l'argent.
elles ne le font pas pour d'autres valeurs. Donc, il faut faire ce qu'on appelle du blanchiment des motivations. Alors, le blanchiment des motivations, c'est comme le blanchiment de l'argent sale, c'est de permettre aux gens de partir de cette motivation au départ et de la blanchir en quelque sorte. Par exemple, vous avez une rétribution, une cagnotte, quelque chose comme ça, et vous avez le choix au bout d'un moment de verser ce que vous avez gagné à une association, à un budget participatif, etc. Au bout d'un certain temps seulement. Et ça permet de reconnecter ce qui était au début une motivation un peu extrinsèque à une motivation qu'on appelle intrinsèque, donc plus phasée avec les valeurs des gens. Et ça serait mon dernier commentaire, c'est que ça souligne pour moi le besoin de vraiment se mettre dans une posture d'accompagnement. C'est-à-dire que les services, les solutions techniques, les business models, etc., tout ça, se dire que chaque fois, il y a un parcours et que l'accompagnement, c'est un parcours, donc prendre les gens à plusieurs étapes et les accompagner dans ce qui est véritablement une transition, à partir de certaines motivations, puis les faire évoluer, et vraiment tenir compte de la diversité des publics. Il y a toujours le risque de la bulle de filtre, elle n'est pas que sur Internet, c'est-à-dire on fréquente des gens qui s'intéressent à l'économie circulaire, on est dans l'économie circulaire, et des fois on perd complètement de vue la distance que les gens ont à tout ça, et où on a l'impression qu'en disant ressourcerie, on dit quelque chose de clair, alors qu'on dit un truc que personne ne comprend, qu'on dit on peut donner en déchetterie, ça paraît évident, mais qu'en fait pour les gens, ça crée une espèce de contradiction absolue. J'ai entendu dans un des ateliers, la déchetterie, c'est le minimum pour commencer à être dans une logique, mais on n'arrive déjà pas à faire aller les gens en déchetterie, et que du coup, là encore, pas sous-estimer les marches que constitue le changement et essayer de construire le plus possible des escaliers. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de petits gestes, c'est-à-dire qu'un petit geste, il vient toujours interroger le quotidien, et donc des fois, il faut commencer tout petit, et puis petit, puis petit, puis petit, et puis arriver à faire des marches dans ce qui pourrait être sinon paraître insurmontable, comme la montagne qu'il y avait là. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, l'intérêt pour les changements de comportement, le fait que ça devienne un sujet, et puis de ce que j'ai entendu sur ces différents aspects, j'ai senti une envie d'écoute sur ces sujets-là, une envie de s'emparer de ces sujets-là, une connaissance déjà pas mal des publics concernés. Donc je pense que le terreau est extrêmement favorable pour faire la jonction avec la science derrière, mais la science peut être aussi passionnante et pas forcément ennuyeuse comme le sont certaines revues scientifiques. Elle est passionnante avec vous cet après-midi, Nicolas Fiolen, la science. Et si on retenait un mot à ce moment-là de ce que vous avez dit, c'est l'accompagnement. Je pense qu'il parlera à tout le monde, parlera à la région Occitanie qui accompagne la dynamique économie circulaire sur son territoire. Ça parlera à chacun d'entre vous dans vos différents projets, que vous soyez collectivités, associations, entreprises. Vous essayez aussi d'accompagner cette démarche. Et donc, on vous remercie d'avoir été présents si nombreux aujourd'hui. On vous remercie surtout de tout ce que vous faites dans votre quotidien. Bonne chance pour ces changements des comportements. On va revenir au blanchiment des motivations. J'avais jamais entendu parler, interpellant comme concept. Donc, merci à tous. On remercie à tous les intervenants. Merci à l'équipe d'organisation. Je salue particulièrement Prisca Giraudot qui donne toute son énergie chaque année à l'organisation de ce forum et toute l'équipe économie circulaire de la région Occitanie. Tous les partenaires, alors il y a 32 structures qui sont membres du comité d'organisation de ce forum, donc on les remercie. Il y a un petit slide avec les noms et les logos de chacun. Il y avait 61 intervenants sur les 9 ateliers du forum, donc ils sont là aussi. Ça, c'est tous les intervenants, je ne peux pas tous les citer, mais ils sont là et on les remercie d'avoir fait des retours d'expérience sur les différents ateliers. Il y avait donc toutes les structures membres du comité d'organisation. Et puis, vous avez à votre service, pour un accompagnement, les équipes de la région Occitanie qui sont à votre écoute. Vous avez ici leur nom et leur mail. Et puis, toutes les équipes de l'ADEME aussi. Et l'ADEME vous propose une répartition territoriale pour être plus proche de vous sur vos différents territoires. On remercie aussi les équipes de la Cité qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et quel plus bel espace pour nos échanges que la Cité, qui est un lieu dédié donc, par la région Occitanie à l'innovation collaborative et durable. C'était vraiment le cadre idéal pour nos échanges. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour le 6e forum de l'économie circulaire. Et sachez qu'entre-temps, le forum a décidé de devenir un petit peu permanent et qu'il y aura une première action hors les murs, on va dire, en tout cas en dehors de ce rendez-vous annuel. Lors d'Energaia, le 8 décembre, il y aura un atelier économie circulaire et batterie. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver tous les éléments, les PowerPoint, les différents noms des intervenants, les différents contacts
sur la plateforme Cyclope, que vous connaissez tous bien et qui ne cesse de grandir, puisque l'année dernière, j'ai regardé, on était à 1200 membres. Cette année, on est à 1400 membres. Il y a 420 organisations. Il y a eu plus de 400 000 vues sur les 12 derniers mois avec 400 publications. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange entre vous, cette plateforme Cyclope. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. Il est 16h40, on est plus dans les temps. À tout le monde, vous voulez contrer la dynamique de Paris. Ouais, c'est cool. Et donc, depuis combien de temps ça fait moins d'un mois que pas mal à Toulouse et on faut prendre des trucs aussi. Tu es pas originaire de France? Non, moi je suis de Marseille. Je sais pas. C'est une ville de la France. Où la petite marque, comme l'OM, justement, la compétition, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça veut dire que ça me passe, en fait. Dans la dynamique, mais je pense que ça me totalement que tu dois être pour l'OM. Bon, à l'occasion de se recroiser. Et peut-être, oui. Ouais. Je vais aller. Ça va? Oui, ça va, ça va. Non, pas encore. Peut-être bien régulièrement, mais là, je pense dans pas longtemps, on va avoir le. Ouais, d'accord, ça aussi. Alors nous, dans notre côté, on a un barreau qui a J'ai entendu pas mal, pas forcément l'intervention. Oui. Ah ben oui. Bon alors. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Regardez. Moi, j'ai un comportement on achète au marché, voilà, il fait le potager, pas besoin de merci. Pas de problème. Oui,
Et le seul reste, c'est ça, step by step. Merci d'être resté là. Ouais, il y avait des personnes qui n'ont pas La cantinelle, et on passe les demi-journées au fond de la Ouais, que tu me suis quand même. Et oui, parce que oui, on a dans la tête, nous, un truc de faire quelque chose d'abord, voilà.
Ouais, c'est en fait de l'organisation humaine que sur l'organisation. Ouais, merci. Et la petite main pour eux. Et d'ici là, les candidats pour la Ce matin, pareil, avec un de mon collègue, je trouve ça bien, ça va être pareil, en fait, chacun va laisser la voiture comme ça, et le suivant, et ce matin, on arrive, je vais mettre une voiture, je vais essayer de faire un parti, parce qu'on a de l'essence. Je viens d'aller à la voir sinon ma voiture avec laquelle je dois récupérer, mais je peux pas avoir un petit peu.
Non, elle veut c'est quelque chose de global. Nouvelle organisation.